Bonjour, aujourd'hui on va parler de lakehouse. Qu'est-ce que c'est un lakehouse? Alors d'abord on va parler rapidement de l'historique de la gestion de données dans les 20 dernières années. Au début on avait le data warehouse, donc depuis la fin des années 90 on va dire à peu près, donc un data warehouse c'était la façon la plus simple d'analyser des données. On normalisait les données, on les emmenait dans des tables spécifiques avec des technos spécifiques, et évidemment tout ça couvrait les besoins de l'époque. Ensuite, on a vu arriver le data lake, donc avec les fameux V, donc le volume, la vélocité, la variété de données, la véracité. On pouvait aller jusqu'à une bonne dizaine de V en cherchant un petit peu. Donc les données étaient passées de structurées à des données, ce qu'on appelait du raw, c'est-à-dire des formats semi-structurés ou non structurés. Et donc on avait besoin d'héberger de grandes quantités de données pour un coût relativement faible. C'est ce qui a donné Hadoop et les distributions de ce type-là. Ensuite, depuis le début des années 2000, disons 2008-2010, on a l'émergence de ce qu'on appelle le Cloud Data Warehouse. Donc, migration de données, on emmène tout dans le cloud. On a une scalabilité entre le compute et le stockage, mais on va dire que les coûts sont relativement élevés. Par contre, évidemment, si on a besoin de puissance, il suffit de payer plus cher, il n'y a pas de problème. Et donc, aujourd'hui, depuis quelques années maintenant, 2, 3 ans, disons, on a ce qu'on appelle le Data Lakehouse. Donc, qu'est-ce que c'est le Data Lakehouse? C'est un peu le meilleur des deux mondes, entre la partie Data Warehouse et la partie Data Lake. Donc, on va dire les avantages de l'un et les avantages de l'autre sans les inconvénients d'aucun des deux. Si on regarde un petit peu comment ça se passe. Au niveau du data warehouse, on va faire essentiellement ce qu'on appelle de la business intelligence, de l'analyse aujourd'hui, analytics, et puis des rapports. Donc on a des données plutôt structurées, on a un coût relativement important parce qu'on cherche des systèmes qui sont très très performants, on va parler souvent de massivement parallèles, etc. On va stocker des téraoctets de données et on va faire, disons, un usage de qualité. Au niveau du data lake, on est un petit peu à l'inverse. Les données vont plutôt être semi-structurées ou non structurées. Les coûts par rapport au volume vont être beaucoup plus faibles. La performance va être, on va dire, minimale par rapport à cette notion de coût. Et on peut monter jusqu'à des pétaoctets de données. Les usages typiques qu'on va avoir, c'est plutôt machine learning, data science, etc. On veut beaucoup de données, pas trop chères à manipuler. Donc le lakehouse, finalement, c'est quelque chose qui va combiner les avantages des deux. On va pouvoir faire de l'analytics, on va pouvoir faire du reporting, de la data science, de l'intelligence artificielle, en particulier du machine learning. On va pouvoir utiliser les ETL ou ELT. On va pouvoir faire de la gouvernance et tout ça sur un stockage avec un niveau de prix, on va dire, à peu près équivalent à ce qu'on a dans un data lake, mais quelque part avec un niveau de performance qui est beaucoup plus proche de ce qu'on avait dans le data warehouse. Donc le meilleur des deux mondes, données structurées, non structurées, des coûts mesurés, des formats ouverts, on peut gérer jusqu'à des pétaoctets de données, tous les types d'usages, et ce qu'on appelle le fit for purpose. Si on regarde un petit peu ce qui se passe chez vous, quel type de base de données vous utilisez? Est-ce que les coûts sont un problème? Quels sont les use cases, les façons dont vous utilisez vos données? Est-ce qu'on répond bien aux besoins du métier? Quels sont vos SLA? Quel type de user entre de data scientifiques, ce qu'on appelait avant les power users aussi, des data scientists, de simples utilisateurs métiers qui ont besoin de reporting classique, etc. À quelle vitesse, à quelle performance vous avez besoin pour récupérer vos réponses? Est-ce qu'il y a des flows de type ETL, data pipeline, etc. Quel est le temps dont on dispose pour faire tourner ces flux? Est-ce que vous avez des historiques de données, peut-être, qui sont des données, on va dire, froides ou tièdes, dont on a moins besoin? Bref, est-ce que vous avez ce besoin d'hybridation? C'est pour ça qu'IBM a conçu un produit qui est tout neuf, qui s'appelle Watsonix, et qui reprend ces cas d'usage particuliers. Dans Watsonix, on va trouver 3 besoins qui sont couverts. Premier besoin, tout ce qui est IA, machine learning. Donc encore une fois, on a besoin de stocker beaucoup de données pour alimenter ces modèles. De l'analytique temps réel, donc ce qu'on appelait toujours de la BI, avec des performances intéressantes. Et puis toutes les fonctions, on va dire, plus modernes, comme data sharing, self-service, etc., avec évidemment les notions de gouvernance, et on va retrouver aussi la sécurité, donc tout ce qui est compliance, régulation, RGPD, etc. Donc Watsonix se décompose en 3 modules. Je vais me concentrer sur le module du milieu qui s'appelle watsonix.data, qui est vraiment justement le lakehouse. En 2 mots, watsonix.ai, c'est tout ce qui est déploiement de modèles et utilisation de modèles open source ou de modèles fournis par IBM. Et watsonix.gouvernance, c'est toute la gouvernance qu'on appelle de l'AIOps un petit peu, c'est-à-dire la gouvernance des modèles.
Si on regarde un petit peu comment ça va se cumuler. Donc WebSolix.data a été conçu au départ comme un lakehouse, bien entendu, et il en a toutes les fonctionnalités, mais aussi comme, on va dire, l'endroit où stocker facilement les données qui vont servir pour l'ensemble de la gamme Watson. Donc par rapport au lakehouse qui existe déjà depuis plusieurs années, on va avoir une évolution naturelle. Donc en particulier, il y a quelques différenciateurs. On va parler d'engins multiples au niveau de ce qu'on appelle les query engines, c'est-à-dire les moteurs SQL, pas que du SQL, mais les moteurs pour requêter les données qui sont stockées dans le lakehouse. On va pouvoir cumuler plusieurs types d'utilisation, plusieurs types de workloads à partir d'un seul point d'entrée. Et on va être capable, comme d'habitude avec IBM, de déployer ça de manière hybride dans le cloud, on-prem, en passant SaaS, en IaaS, etc. Au niveau des métadonnées, ça c'est aussi nouveau, les mêmes métadonnées, ce qu'on appelle le Metastore, va être partagé par tous les engins, tous les moteurs de recherche, de requête, pardon. Si on regarde un petit peu, on va donc avoir d'un côté, peut-être que vous avez déjà un Cloud Warehouse, plusieurs éditeurs ont des Cloud Data Warehouse aujourd'hui disponibles, peut-être que vous avez un Cloud Data Lake ou un Cloud Data Lakehouse, peut-être que vous avez aussi la même chose on-premise. WebSonix.data va être capable de fédérer tout ça pour fournir un accès unifié à toutes ces sources de données. Donc ça, c'est très intéressant. Si on regarde les composants de WebSonix.data, pour résumer très simplement, c'est plusieurs moteurs de requête avec des formats de table ouverts, en particulier on va parler d'Iceberg, mais pas seulement, et puis de la gouvernance intégrée. Donc tous ces moteurs, que ce soit du Presto, du Spark, ou même des moteurs qu'on appelle legacy comme DB2, Netezza, etc., Hadoop, vont être capables d'adresser l'ensemble des formats de données qui sont maintenus et qui sont gérés par le lakehouse, tout ça en partageant le metadata store, donc ce qu'on aurait appelé un petit peu avant dans d'anciennes solutions le catalogue de la base de données, un petit peu, et puis va s'appuyer sur du stockage. Alors on va retrouver tous les stockages de type objet, bien sûr, et puis l'infrastructure qui permet le compute, qui permet de faire tourner tout ça. Le bénéfice de cette solution, c'est quoi? C'est donc un seul point d'entrée, plusieurs moteurs. En gros, pour chaque besoin, on va avoir un moteur qui va être plus adapté. Si on fait de l'ELT, Spark, c'est très bien. Si on fait du SQL, Presto, c'est parfait. Si on a déjà un Netezza ou un DB2 qui tourne, on va vouloir pouvoir continuer à utiliser ces moteurs-là pour requêter les données du lakehouse. D'accord? Donc, plusieurs moteurs qui vont travailler sur le même Metastore. On va pouvoir faire différents types de workloads et utiliser le bon moteur pour le bon workload, avec une notion de rapport qualité-prix par rapport à la performance et au volume. Et on va pouvoir tirer avantage des mêmes ressources de compute. Si on déploie ça sur un cluster on-premise, on va pouvoir utiliser le même cluster pour automatiquement scaler le moteur en fonction des besoins qu'on a, le ou les moteurs dont on a besoin. Je prends un exemple parce que ça va parler aux clients existants. Si vous avez aujourd'hui un Netezza, un DB2 Warehouse ou un DB2 tout court, on va pouvoir fédérer tout ça pour attaquer depuis n'importe laquelle des moteurs, que ce soit le lakehouse, donc WebSonix Data, que ce soit Netezza ou DB2. On va pouvoir partager les stockages, on va pouvoir avoir un Metastore commun et on va pouvoir indifféremment attaquer l'ensemble des données depuis n'importe lequel de ces moteurs-là. On va pouvoir, par exemple, faire de la gestion de température. J'ai des données qui sont un petit peu trop vieilles ou moins utilisées. Ça ne vaut peut-être pas le coup de les garder dans mon DB2 Warehouse ou dans mon Netezza. Je vais pouvoir les déporter très facilement par un insert select, en gros, dans le lakehouse et les maintenir là-bas. Si on regarde les quelques points d'entrée qui font un lakehouse de manière, disons, classique aujourd'hui, ce qu'on voit comme premier besoin, étendre et optimiser les workloads qu'on gère aujourd'hui dans un warehouse, donc gestion de température, etc. Modernisation et optimisation de clusters Hadoop. Certains clients avaient été partis très fort sur les data lakes, se sont rendus compte que des fois la performance n'était pas suffisante, la concurrence, etc. Ça, le lakehouse permet de résoudre et d'améliorer ces problèmes-là. Tout ce qui est évidemment machine learning et intelligence artificielle, data science, on va dire de manière un peu agrégée. Donc ça aussi, ça fonctionne très bien avec le lakehouse. Et puis pour les clients spécifiques IBM, si vous avez un mainframe par exemple aujourd'hui et que vous faites de l'analytique dessus, le lakehouse c'est l'endroit parfait pour aller télécharger tout ça. Donc je ne rentre pas dans les détails de chaque use case. Pour regarder une vidéo, on va essayer en dessous de 10 minutes. Mais voilà, on a des détails, on est capable de marcher avec vous, de dérouler avec vous les différentes méthodologies et différents ateliers pour vous emmener dans ces use cases. Et globalement, j'espère que vous aurez envie d'en savoir plus. N'hésitez pas à nous contacter. Merci beaucoup. Au revoir.